Bonjour tout le monde. Et moi, je suis Sylvia Pacheco. Puis aujourd'hui, on va parler d'innovation. On va parler d'innovation dans les modèles d'affaires, innovation dans la proposition de valeur. Puis ça en utilisant quelques outils du design thinking, que je pense que d'abord, c'est des sujets qui attiraient beaucoup d'entre vous. Alors, vous allez m'entendre parler du client plusieurs fois. Vraiment, c'est ça qui est au cœur de cette présentation. On va aussi faire un petit peu les liens entre design thinking puis les outils que je vais vous présenter, qui sont des strategizers. Vous allez connaître c'est quoi ça. Et on va aller plus en détail dans les canvas de la proposition de valeur, les canvas du modèle d'affaires, puis on va voir des applications pratiques de ces deux canvas. Alors, mais peut-être avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, je vais vous expliquer pourquoi. Ça vient d'où cette passion-là. Moi, actuellement, je suis coach agile, mais plus dans ma jeunesse. J'étais beaucoup dans les volets d'entrepreneuriat. Et j'ai beaucoup, plein d'expérience dans ça. J'ai appris qu'il faut vraiment répondre aux besoins du client pour être capable d'être une entreprise prospère. Fait que je n'ai pas réussi ça. J'ai fait des faillites et j'ai fait des projets qui finalement n'ont pas atteint leur objectif. J'ai aussi fait des autres choses qui ont marché. Puis c'est ça justement qui me tient au cœur, vraiment de comprendre les clients, de savoir que c'est le plus important. Puis il faut vraiment, puis je pense que dans nos jours, on oublie beaucoup ça. Et ensuite, dans le monde de l'agilité, j'ai commencé comme PO, fait que c'était pour moi naturel de devenir product owner. Puis ensuite, c'est ça, coach agile. Et que sachez que moi, c'est un sujet qui me passionne. Les canvas que je vais présenter, c'est des choses que moi, j'ai aussi appliquées tant dans mes projets personnels qu'avec des organisations que j'ai déjà accompagnées. OK. Puis la première question, c'est est-ce que les clients sont toujours ravis? Est-ce que vous pensez que dans nos jours, les clients disent « Ah oui, je suis content avec les produits et les services que j'ai sur le marché ». Puis la réponse est pas tout le temps. Puis pour ça, je vais vous parler de quelques statistiques. Mais d'abord, il y a un livre, je ne sais pas si quelqu'un le connaît déjà, ça s'appelle « The Bill Trap » de Melissa Perry. Puis en fait, c'est qu'elle dit que les organisations aujourd'hui sont vraiment très, très, très obsessionnées par la livraison, avec l'idée que l'agilité, ça nous fait livrer plus vite la valeur, mais ne s'arrête vraiment pas à voir si c'est vraiment quelque chose que les clients veulent. Fait qu'on va vraiment trop vite, on dit on vous livrer, je vais vous faire ça, mais on ne regarde pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de côté client. On a aussi une statistique assez récente de cette année qui dit que seulement 3% des entreprises sont véritablement obsédées par leurs clients, puis qu'il y a presque 40% de baisse de la qualité d'expérience client. Si ce n'est pas suffisant, on a une autre statistique pour dire qu'on a beaucoup de fonctionnalités, mais on ne sont presque pas utilisées. Je sais que un petit peu les graphiques, c'est un petit peu petit, et en fait, ça représente chaque industrie, mais l'idée ici, c'est de dire que seulement 6,4% des fonctionnalités sont vraiment utilisées par les clients. Et que oui, on se va à mettre plus de fonctionnalités, à livrer plus de choses, mais finalement, c'est juste les 6,4%. Puis que les entreprises les plus performantes atteignent les 15% à peine. Fait que c'est ça, c'est vraiment des statistiques qui sont là sur le marché, des choses qu'on entend depuis un certain temps. Et fait que c'est ça, c'est un petit peu ça. Je veux vraiment mettre cette idée que les clients ne sont pas toujours bien desservis. Qu'est-ce que ça fait pour les entreprises? Qu'est-ce que ça fait pour les organisations? Bien, ça fait que, je pense que l'image, ça peut nous parler. Ça veut dire qu'on n'atteint pas les objectifs. Il y a des entreprises qui ne voient pas un futur certain. Et puis, on dit aussi que les 75% des nouveaux produits ne sont pas capables de couvrir leurs coûts de développement. C'est bien pour les grosses entreprises qui sont capables d'absorber ces coûts-là, puis qui essaient de payer les factures avec des autres produits. Il y a des autres qui non, qui vont juste aller à la dérive. Et dans le cas des startups, je pense que j'ai rencontré quelques personnes aujourd'hui qui est bien plus du côté startup, c'est un thème passionnant, fait qu'on dit que les 92% des startups ne vont pas au-delà de 300. Fait que le taux de survie, c'est vraiment minimal. Puis ça me fait penser aussi, quand j'étais à l'université, j'ai pris une concentration gestion et développement des entreprises, ça nous disait qu'il fallait 3,4 entreprises avant de vraiment trouver celles qui devraient marcher. Avant tout ça, c'était des faillites. Et que, voilà,
On s'entend que ça vient beaucoup avec l'apprentissage, le fait de dire comment est-ce que je vais m'assurer que mon offre de service va répondre aux besoins de mon client. Quelle est donc la problématique? C'est où le problème? Pourquoi, si on a tant de technologies, maintenant avec l'intelligence artificielle, pourquoi on a plein de produits et de services, pourquoi on n'arrive pas nécessairement à répondre bien aux besoins de nos clients? Puis le sujet un petit peu de l'agilité, puis c'est de là que ça vient, et ce sujet-là, c'est l'innovation. Fait qu'on dit que l'absence d'innovation. Et ça aussi, en lien avec les travail en silo, aussi avec les processus lourds qu'on a dans nos organisations. Et que ça vient un petit peu de là, vraiment, les gros problèmes. Mais peut-être avant d'y aller au prochain slide, je voulais vous entendre, puis voir un petit peu qu'est-ce que vous entendez par innovation. Dans votre tête, c'est quoi l'innovation? Peut-être une fonctionnalité qui transforme un produit, une expérience. OK, merci. Une fonctionnalité qui transforme un produit, une expérience. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui? Une perspective à laquelle on n'avait pas pensé, mais en sondant les clients, en discutant avec, nos discussions, puis nos entrevues nous amènent là. Et puis c'est vraiment ce qui convient aux clients. Donc c'est là où on vient innover, parce qu'on sort de notre zone de confort, puis on sort de la boîte. OK, parfait, merci. Un peu l'innovation du point de vue de notre offre de service. Parfait, merci. Oui. Ah, désolé, je n'arrive. Parfait, merci. Une réponse à un besoin spécifique. OK, merci. Merci à tous pour ces idées-là. Et en fait, l'innovation, c'est devenu maintenant un buzzword. Et que, oui, c'est vrai tout ce que vous disiez, mais ça n'a vraiment pas une définition concrète de l'innovation. C'est un terme abstract. Quand on entend d'innovation, ça dépend avec qui on va parler. On va toujours entendre de différentes choses. Ici, on est quand même aussi dans un cercle qui vise plus les pratiques agiles, l'innovation. On a un petit peu peut-être une idée plus semblable, mais c'est ça, c'est vraiment dans le buzzword dans nos jours, puis on dit innovation partout. Et puis, il y a vraiment plusieurs façons de l'aborder. Aujourd'hui, la façon comme on va l'aborder, c'est du point de vue d'une organisation. Puis, on va se placer dans le spectre de l'exploration puis de l'exploitation. L'exploration, c'est aller chercher de nouveaux produits, aller chercher de nouveaux marchés. C'est un petit peu la nouveauté, un petit peu comme on disait, les nouvelles fonctionnalités, quelque chose qu'on va aller explorer. On a aussi l'exploitation, c'est-à-dire on a déjà une organisation aujourd'hui, puis on va essayer de le faire et continuer à fonctionner, ce qui est existant. On a aussi, dans cet spectre-là, on a trois choses. On a la croissance, on a le maintien, puis on a l'efficience. C'est-à-dire que dans tous ces spectres-là, on peut trouver de l'innovation. Ce n'est pas juste parce qu'on va des fois, on pense que l'innovation a quelque chose de plus de tangible, un produit ou la perception d'un service. Des fois, on dit que l'innovation se trouve là. Mais on peut l'avoir aussi dans nos processus d'affaires. Déjà, si on met en place de nouvelles pratiques, si on met en place l'agilité, si on met des choses, on essaie d'innover à ce moment-là. Puis, ça représente bien un petit peu l'innovation au niveau de l'efficience. Un petit peu plus au centre, on a l'innovation en marketing, la publicité, en technologie, recherche et développement. C'est ça qui est vraiment notre core business, puis qui va justement nous permettre de continuer à être performant, à être là sur le marché. On se place un petit peu plus vers la gauche, en fait, c'est un petit peu entre les deux, la croissance puis le maintien. Puis là, c'est qu'on trouve le design thinking. Et on va voir dans le prochain slide qu'est-ce qu'on entend par design thinking. Puis l'innovation aussi dans la proposition de valeur, puis l'innovation du modèle d'affaires. Puis jusqu'en bas, ça va être l'innovation en gestion, puis l'innovation organisationnelle. Fait que tout ça, dans notre gouvernance, et tout ça qui nous permet justement de soutenir toutes ces frames. Design thinking. C'est ça, j'ai parlé avec quelques personnes, puis c'est le sujet qui les a intéressés. Fait qu'il faut comprendre que design thinking, c'est une méthodologie de résolution des problèmes, et ça implique plusieurs activités. Fait que c'est les stratégies d'affaires, c'est la recherche utilisateur, les prototypages, les UX, les UI. Il y a vraiment plein de choses qui sont dans le design thinking. Par contre, on a quand même 5 étapes. Des fois, on voit 4, 5, 6, ça dépend de l'école de pensée dans le design thinking. Et puis, on a l'empathie. L'empathie, c'est aller connaître notre client, aller comprendre quels sont les besoins de nos clients. Ensuite, on va voir la partie, l'étape que c'est la définition du problème.
Quelle est vraiment en fonction de cette exploration, connaissance du client, c'est où le problème. Et comme je dis, vraiment le design thinking, c'est une méthodologie de résolution des problèmes. Ensuite, on va aller vers l'idéation. L'idéation, c'est la partie en laquelle on va peut-être répondre à ces problèmes-là. Puis ensuite, c'est le prototypage. Ici, c'est très important, la partie prototypage. On parle vraiment d'une solution complète, on parle de prototypage. Puis ensuite, de tester notre idée, de tester notre hypothèse avec notre prototype, puis aller voir si c'est quelque chose qui vraiment répond aux besoins. Puis après ça, ça vient un petit peu la boucle, on voit si ça marche, puis sinon, on recommence. C'est où comment est-ce qu'on va se placer aujourd'hui? En fait, on va utiliser du Canva, que ça vient de Strategizer. Strategizer, il était fondé en 2010. En fait, ça a commencé avec les livres Business Model Generation, qui était publié en 2010. Puis, il était vraiment un succès partout. Fait que c'est une compagnie suisse. Ils ont fini par fonder Strategizer. Maintenant, leur site, il a plein de vidéos, il a plein de gabarits, plein de ressources auxquelles vous pouvez accéder gratuitement. Et plus tard, je pense que c'était en 2014, ils sont venus avec le 12e livre, que c'était Value Proposition Design. Puis c'est là où on va explorer les Canvas du modèle d'affaires. Et que les deux outils en soi, ce n'est pas nécessairement l'équivalent du design thinking, mais c'est des choses qui vont appliquer les principes du design thinking. L'empathie, la définition du problème, l'idéation, le prototypage, puis les tests. Et que c'est là vraiment qu'on va se placer pendant cette présentation. C'est très important, toujours la partie client, fait que même si ça fait partie du Canva que je vais présenter, c'est vraiment encore du Canva. Fait que on va juste faire un survol du client, peut-être des deux choses qu'on peut utiliser là-dedans, la segmentation puis les personas. Puis ensuite, on va aller vraiment aller voir en détail les deux Canva. Et comme je l'ai dit, il y a le site strategizer.com dans lequel vous pouvez créer un compte gratuit, aller consulter beaucoup plus d'informations. Sinon, il y a toujours les deux livres, et un livre en fait pour chaque Canva que je vous recommande amplement. Il y a vraiment plein d'informations là-dedans parce que avec une présentation de 40 minutes, on s'entend que ce n'est pas assez. Il y a plein de choses à explorer là-dedans. OK, fait que là-dedans, on va commencer avec les clients. Les clients, c'est vraiment au cœur de nos modèles. Puis, une des choses que c'est très important, qui va beaucoup nous aider ensuite pour les Canva, c'est d'identifier notre client. Fait que c'est qui notre clientèle visée. Parmi tout l'univers, ou parmi peut-être la clientèle ou les clientèles visées en pluriel qu'on peut en avoir, il va falloir vraiment dire, moi, je vais desservir cette clientèle-là. Et puis ensuite, on peut utiliser des outils comme les personas. Fait que les personas, c'est une façon d'humaniser les clients. C'est une représentation fictive de notre clientèle visée. Mais, même si c'est une représentation fictive, on va utiliser des données réelles. Puis ça prend des fois des semaines puis des mois d'investigation pour s'assurer qu'on a les bonnes informations qui vont donner vie à ce personnage fictif. Puis quelque chose qui est très important dans le persona, vous allez le voir après, c'est que ça va nous permettre de mieux comprendre les motivations, les comportements et un petit peu les émotions également, puis et aussi la partie démographique, socio-démographique de cette personne-là. Puis ça va nous aider à identifier les tâches, les jobs to be done, qu'on va voir dans les prochaines slides. Et que voilà, c'est un petit peu ça, comment est-ce qu'une façon de placer les clients, d'identifier notre client. Il y a aussi des autres outils comme les Empathy Map que vous pouvez utiliser, mais je pense qu'avec ça, on a une bonne base vraiment pour continuer avec les Canva. Ensuite, c'est ça les Canva dont on va parler. On a les Canva du modèle d'affaires, puis les Canva de la proposition de valeur. Fait que comme vous voyez à l'écran, on a, en fait, c'est comme la mère de ça, c'est les Canva du modèle d'affaires, puis les Canva de la proposition de valeur, ça vient justement nous aider à remplir les Canva du modèle d'affaires. Il y a quand même une façon recommandée pour les remplir. Normalement, on commence par les Canva de proposition de valeur, puis ensuite on va avec les Canva du modèle d'affaires. Par contre, on peut commencer n'importe où. Parce qu'on dit, oui, on veut identifier ma clientèle, puis après, je vais vous mettre en place un modèle d'affaires qui va répondre à ses besoins. Mais des fois, on peut partir du fait qu'on a une infrastructure, on a des partenaires, on a une force, qu'on veut tirer profit de ça. Me dire, OK, moi j'ai ça, j'aimerais vraiment profiter de ça.
peut-être dans ces cas, on va aller chercher une clientèle qu'on peut desservir. Fait que c'est ça, c'est pas blanc ou noir, et on commence par là. Ça se peut aussi qu'on commence à gauche. Et ça peut aider aussi à juste identifier notre modèle actuel, de dire, OK, je essaie de voir comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui, juste identifier, et c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Puis ça s'applique un petit peu partout, fait que soit au public, soit au privé, soit juste du point de vue personnel, et c'est quelque chose que vous allez voir, c'est très, très universel. Et voilà, c'est ça les deux Canva. Et normalement, on les travaille avec dans des ateliers. On fait des ateliers pour essayer de compléter les différentes sections du Canva. Puis, dans les ateliers, la question qui vient souvent, c'est qui les personnes qui doivent participer. Je sais que ça peut varier d'une organisation à l'autre, que les structures. C'est important d'avoir quelqu'un qui a le pouvoir de décision, qui connaît les objectifs stratégiques. Ça, c'est très important d'avoir quelqu'un qui représente ces volets-là dans les ateliers, et quelqu'un qui, je ne vais pas appeler PO, mais un responsable de produits, quelqu'un qui connaît un petit peu les produits, les services qu'on a en place, et quelqu'un du service client, par exemple, ça peut être ça aussi, et volet solutions avec l'architecture. Si on a une équipe de UX, UI, même chose. Si on a quelqu'un du marketing, ça fonctionne aussi. On dit aussi qu'un consultant, justement, pour garder un petit peu les regards à l'externe de quoi qui se passe. Fait que c'est le type de personne qui peut participer vraiment dans ce type d'atelier. Ah, puis j'ai oublié quelqu'un, le responsable financier, et la personne qui est capable de nous dire si c'est quelque chose qui va être viable du point de vue financier. OK. Fait que c'est ça le Canva de la proposition de valeur. Mais peut-être avant d'aller vous expliquer, j'espère que derrière vous arrivez à lire. Je sais que c'est petit, il n'y a aucune information là-dedans, on va passer à travers. Et pourquoi une proposition de valeur? Pourquoi vous pensez qu'il faut avoir une proposition de valeur? Oui? Pour se démarquer. Parfait, merci. Une autre personne? Oui? Pour répondre aux besoins. Parfait, merci. Une dernière personne? Pour avoir un investissement. Parfait, oui, merci. Puis oui, c'est tout à fait tout ça. On a aussi ça, quelque chose qui va justement en lien avec l'investissement, ça va nous aider à guider les actions futures. Je vais placer ici, juste pour essayer de le faire de façon plus simple. Et je vais essayer de tout lire pour vous expliquer ça. Oups, désolé. Je vais passer sur les mauvais pitons. On a du côté du Canva. Le côté droit, et ça nous aide à clarifier la compréhension du client. Donc ici, on va vraiment aller explorer quels sont les besoins du client. Puis le côté gauche, on va décrire comment on va créer de la valeur pour les clients qu'on vient juste d'identifier. Et que c'est drôle, mais on commence par le côté droit, puis après, on répond par le côté gauche. Les post-it que vous voyez derrière, c'est un exemple. Que c'est ça, je me permis de mettre un exemple qui va vous aider à mieux comprendre. Et puis vous allez voir, vous allez deviner assez rapidement ça appartient à qui cet exemple-là. La première chose à faire dans notre Canva, c'est identifier notre clientèle visée. Et que dans ce cas, c'est les amateurs de café à domicile. Et quelque chose qui est très important ici, c'est de faire un Canva par clientèle visée. Et peut-être avec les cafés, les amateurs de café à domicile, on peut avoir aussi comme une clientèle les entreprises, les gens qui consomment aussi du café dans une entreprise. Mais là, c'est peut-être un profil différent, puis on va aller chercher autre chose. Alors, on aurait notre Canva dans ces cas-là. Ensuite, la prochaine étape, c'est des customer jobs, en fait, les tâches des clients. J'aime beaucoup le terme en anglais, les jobs to be done, parce que ça parle vraiment comme, c'est direct, les jobs to be done. Et ici, on peut avoir 3 types de tâches. La première, c'est les tâches fonctionnelles, que c'est vraiment les choses qu'on fait, l'action en soi. Ici, on peut dire que moi, je vais vous préparer un café de haute qualité et que ça soit facile de le faire à la maison. Moi, je vais avoir un processus de préparation du café qui soit facile,
et sans aucun dégât. Et que je ne veux pas me mêler avec le nettoyage puis tout ça. Et que ça, c'est le type de tâches fonctionnelles qu'on peut avoir. On a aussi les tâches sociales. On peut dire que je vais prendre plaisir à recevoir des invités et à leur offrir un café de qualité. Et que là, ça vient avec une tâche sociale. Puis aussi des tâches émotionnelles. Je vais profiter d'un moment de détente avec une boisson de café premium. Et que là, c'est vraiment quelque chose de très important ici, comme on parlait tantôt, et le fait d'avoir une persona, ça nous aide beaucoup. Est-ce que, on va mettre une nom à notre persona, est-ce que Marie, qu'est-ce qu'elle aimerait pour son café? Fait que ça nous permet vraiment de faciliter ce travail-là, d'identifier ça. Ça a l'air facile, ça a l'air simple, mais c'est très normal, quand on fait ce type d'activité-là, que les gens vont aller chercher tout de suite les solutions. On commence à le faire, puis on a déjà en tête une solution. Ici, probablement qu'on a un petit piège ici, parce que finalement, je pense qu'on connaît tous un petit peu c'est où qu'on s'en va ici. Et puis on connaît la solution qu'il y a à ça. On est même probablement la majorité d'entre nous est consommateurs. Mais c'est ça, c'est une des choses qui arrive très souvent. Fait que l'idée, c'est vraiment de vraiment se mettre à la place de notre client. De là qu'on a les personas avec des données réelles, avec des informations très, très objectives sur lesquelles on veut travailler. Ensuite, on va passer aux irritants. Et que pour cette tâche qu'on a ici, quels sont les obstacles? C'est quoi qui ne permet pas d'atteindre, comme on veut, les tâches qu'on a ici? Peut-être on a une qualité de café inconstante, ça ne goûte pas pareil tout le temps. Et moi, j'ai vraiment la difficulté à reproduire les cafés que j'achète chez Starbucks ou Café Smith ou peu importe chez moi. Comment est-ce que je fais un cappuccino ou un flat white ou peu importe? Aussi, la manque de commodité pour la préparation. Si je dis, j'ai vu un café de bonne qualité, il faut moudre les graines, il faut ensuite nettoyer. Puis ensuite, en plus, ça m'inquiète les déchets. Qu'est-ce que je fais avec les déchets? Est-ce que je les mets dans mes plantes ou est-ce que je les mets juste dans la poubelle? Est-ce que moi, je n'ai pas de plantes, alors qu'est-ce que je fais? Et que c'est des choses qui viennent justement peut-être impacter un petit peu les résultats des tâches qu'on va accomplir. On va passer ensuite aux attentes, les gains. Et on peut, par exemple, avoir un large choix de saveurs. On veut que la machine à café soit belle, que ça fit avec le design de ma cuisine. Et on veut des options durables. Et on veut un café de haute qualité. Et que là, on commence à aller plus un petit peu dans les nice to have, dans les choses qui sont vraiment comme... mais des fois, il y a des choses qui sont quand même assez essentielles. OK? Bon, une fois qu'on a fait le côté droit de notre Canva, on va aller à gauche. Puis à gauche, on va essayer de répondre à notre côté droit. On n'a pas l'obligation de répondre à tout. Puis dire, ah oui, juste parce que mon client, il veut avoir le meilleur du monde, moi, je vais l'offrir. Non, c'est vraiment aussi un choix de dire à quel type de besoin, à quel type d'irritant, à quel type de gain que je vais répondre. On commence par identifier les produits. Donc, je dis, OK, on va faire des capsules de café, des machines à café, un programme de recyclage, puis on va faire un service d'abonnement pour que les gens puissent avoir du café au bon moment. Ensuite, comment est-ce qu'on va répondre à notre irritant? On va faire des capsules qui sont prêtes à l'emploi, des machines qui sont faciles à nettoyer, à entretenir. On va faire un programme de recyclage, puis on va s'assurer qu'on a une qualité constante dans notre café. Et que ça vient un petit peu répondre. On appelle ça un fit. Il faut vraiment s'assurer dans le Canva, on a un fit entre notre côté gauche puis notre côté droit. Ensuite, on va aller avec les gains. Et ici, on parlait on voulait avoir une variété de saveurs, fait qu'on va répondre à ça. Et on va avoir une machine qui va vraiment rentrer avec la décoration de la cuisine. On va faire plein de possibilités, plein de machines minimalistes avec des couleurs, de belles couleurs. On peut avoir peut-être une machine un café, on appuie sur un bouton, puis voilà, mon café est prêt. Et puis peut-être on va faire aussi des initiatives durables, parce qu'on voit que les gens sont concernés par ça, fait qu'on va aussi offrir ça. Je pense qu'on sait tous de qui on parle, right? Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on vient représenter un petit peu Nespresso. Et comme je vous disais, c'est un petit peu, des fois, c'est une piège ici parce qu'on connaît la solution. Mais sinon, normalement, c'est un exercice que des fois, c'est pas facile de dire qu'est-ce que je vais offrir pour mon côté droit du Canva. Parfait. On va passer au prochain. Mais peut-être, je peux arrêter ici. Avez-vous des questions? Non? Parfait. Ça nous permet
aussi d'avoir un pitch de vente, et que ça, juste comme une sorte de template qu'on peut utiliser pour identifier quel est notre produit et notre service, c'est qui la clientèle qu'on est en train de desservir, qu'est-ce que ça vaut notre clientèle, de profiter d'un café de haute qualité, facile à préparer à la maison. Puis comment est-ce qu'on va leur dire, quel est un petit peu l'irritant qu'on va essayer d'enlever et qu'on va réduire la complexité dans la préparation d'un excellent café. Puis comment est-ce qu'on va donner un petit peu plus, pousser notre offre, on va permettre une expérience de café sophistiquée et durable. On peut aussi ajouter, contrairement à la compétence, probablement qu'on a des compétiteurs directs, probablement qu'on a juste des substituts de ces produits-là. Ça peut être encore Starbucks, ça peut être peut-être les cafetières traditionnelles. Et c'est un petit peu ça l'idée d'utiliser ce diagramme, en fait, ce gabarit-là, pour avoir vraiment un pitch de vente. Maintenant, c'est bon, c'est parfait. On a déjà notre offre de services, on a un besoin auquel on pense qu'on sait comment on va y répondre. Mais maintenant, est-ce que ça rentre dans notre modèle d'affaires? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se permettre d'investir là-dedans? Et que c'est là-dedans qu'on va aller dans l'autre canevas. Mais il faut comprendre d'abord que le modèle d'affaires, lui, il va nous aider à comprendre comment l'organisation elle peut créer, délivrer et capturer de la valeur. C'est ça qui fait un modèle d'affaires. Puis voilà, encore là, on a les gabarits, plein de choses. On continue avec notre exemple de slide précédente. Puis, comme je vous dis également, on peut commencer un petit peu n'importe où, mais ce qui est recommandé, c'est de surtout aller voir notre clientèle qu'on a identifiée, c'est que les amateurs de café à domicile. On a déjà notre proposition de valeur, c'est que tous les canevas précédents nous ont aidé justement à remplir ici la proposition de valeur, les capsules de café, les machines et puis les machines à café. Ensuite, on va répondre à la question, comment est-ce qu'on va rentrer en relation avec notre clientèle? Est-ce que ça va être juste une service automatisé? Je pense qu'il y a maintenant comme Google, si on ne peut pas parler avec quelqu'un de Google. C'est vraiment juste un service automatisé, vraiment pas la possibilité d'entrer en contact avec eux. Et il y a des autres que on peut avoir des call centers, on peut avoir plein de possibilités ici. Ici, avec l'exemple, on pourrait avoir des abonnements, des programmes de fidélité, un service client personnalisé. On peut avoir aussi un site web. C'est pour répondre à cette question-là, comment on va rentrer en contact avec les clients, puis comment est-ce qu'on va garder cette relation avec notre client. Ensuite, on a les canaux. Comment est-ce qu'on va livrer de la valeur? Comment est-ce qu'on s'assure que notre proposition de valeur arrive à notre client? Ici, on a dans notre exemple les boutiques, Nespresso, les sites Internet, l'application. Ensuite, on va aller avec les activités clés. Quelles activités sont vraiment nécessaires pour faire en sorte qu'on va être capable de livrer puis d'opérer la solution. Nespresso, déjà, c'est une marque qui va beaucoup avec l'image des marques. C'est sûr qu'il faut vraiment faire une bonne gestion de la marque. Il faut s'assurer pour la production et l'innovation dans les capsules et les programmes de recyclage. Ça, c'est comme les activités clés. On a aussi les ressources clés. Là-dedans, c'est vraiment comme les actifs. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition ou qu'est-ce qu'il faut avoir à notre disposition pour s'assurer de produire la valeur. On a des canaux de distribution, la technologie dans les machines, les brevets, l'installation de production dans le cas d'un Nespresso. Ensuite, on va aller avec notre partenaire. Ils sont nos partenaires. Ils vont probablement nous aider à faire des économies d'échelle ou qui vont nous aider à, aller toucher des marchés qui sont plus loin que juste notre région. Dans le cas d'Nespresso, les producteurs de café, les fabricants de machines, puis les partenaires de recyclage. Ensuite, on va aller en bas. C'est la partie un petit peu la plus touchée de ce modèle-là, qu'en fait, c'est les coûts puis les revenus. Dans les coûts, c'est sûr qu'il faut aller identifier quels sont combien ça va coûter ça, est-ce que c'est viable, puis combien est-ce qu'on va recevoir. Dans beaucoup de nos organisations, l'organisation, on n'est pas nécessairement des fois en mesure d'avoir ce type d'informations-là. Par contre, il y a des choses qu'on peut identifier, comme dans les coûts, par exemple. Si on va, on est en train de développer un nouveau portail pour une certaine clientèle,
il faut quand même savoir que peut-être il a des licences à payer. Puis ça, pour notre chargé de projet, pour notre gestionnaire, ça va être important de le savoir. Et il faut tenir en compte qu'il va falloir payer des licences pendant 15 ans, puis ça va coûter X montant. Il faut considérer qu'ensuite, il a, je ne sais pas, des upgrades avec les fournisseurs technologiques, il faut payer ça. Fait que c'est le type de choses qu'on peut mettre ici. Et pour les sources de revenus, au moins identifier ça, comment est-ce qu'on va être financé. Est-ce que peut-être, si on parle du gouvernement, est-ce que c'est un projet qui va être qualifié, c'est quelque chose qui ne sera pas, qui va aller plus avec les ressources à l'interne? Comment est-ce qu'on va financer ça? On peut aussi, en fait, faire des modifications. C'est sûr que, comme dans les frameworks, c'est juste une guide, c'est une base. Ça nous permet vraiment juste de l'ajuster à notre contexte. Quelque chose qu'on peut avoir, qu'on a déjà mis en place, c'est mettre des KPI ici, en bas. Fait que on enlève les volets revenus, on laisse par contre les coûts, mais on met des KPI. Fait que, OK, tout ça, mais comment est-ce que ça va nous aider? Qu'est-ce que ça va améliorer dans notre offre de service? Fait que c'est quelque chose qu'on peut justement faire ici. C'est là que c'est un modèle qui s'applique un petit peu à toutes les circonstances. On a autour, puis ici je n'ai pas mis d'exemple d'un Nespresso dans ces cas-là, mais il a aussi l'environnement ce qui est dehors de l'organisation, que tout c'est dedans sur les choses sur lesquelles on a un petit peu le contrôle, mais on peut aussi identifier les tendances clés. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, l'intelligence artificielle, comment il faudrait peut-être commencer à penser à ça. Et peut-être les forces du marché. Qu'est-ce qui se passe avec les consommateurs du café? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Les forces de l'industrie. On sait que peut-être il y a un nouveau compétiteur qui va répondre à la même clientèle. On a que ça vraiment plus accès sur qu'est-ce qu'on fait directement, comme le cas d'Espresso. Puis ensuite, les forces macroéconomiques. Je ne sais pas, peut-être il y a une récession, il y a un changement de gouvernement qui s'en vient. Fait que c'est le type de choses qu'on peut considérer autour de notre modèle. Voilà. Et jusqu'à là, avez-vous des questions? Oui. Croyez-vous que ce type d'outils, on peut utiliser sur l'équipe plus technique des clients internes ou c'est seulement pour l'équipe d'affaires qui touche les clients externes? Parce que actuellement, il y aurait beaucoup d'équipes internes techniques et que nous applique design thinking, normalement, on cherche des autres outils, mais je trouve que c'est intéressant. Que croyez-vous si on peut utiliser pour ce type d'équipe? Oui, mais puis excellente question. En fait, la question, c'est si c'est un outil qu'on peut appliquer juste pour les clients à l'externe ou aussi pour les clients à l'interne. Et puis la réponse, c'est oui. On peut vraiment l'appliquer avec notre clientèle et notre client à l'interne. Parce que finalement, il y a un besoin, il y a une tâche qui doit être réalisée. Il y a quand même notre modèle de communication avec eux. Fait que je pense très souvent avec des portails, des sites intranet qu'on va mettre en place à l'interne. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on comprenne comment est-ce que les gens vont utiliser ça. C'est qui va accéder à ça? Comment est-ce qu'ils vont l'utiliser? C'est quoi l'information qui doit être là-dedans? Est-ce qu'il y a un souci de sécurité pour accéder à l'information? Fait que c'est des choses que aussi on peut aller explorer. Est-ce qu'une fois que ça va être en place, comment est-ce qu'on va donner service à ça? Si jamais il y a un bug, il y a un problème de production, comment est-ce qu'ils vont rentrer en contact avec nous? Fait que oui, c'est vraiment des modèles qui peuvent s'appliquer un petit peu à tout type de clientèle. Merci pour la question. Parfait. Maintenant, on va... Désolée, des fois, je suis un petit peu mêlée avec les boutons. Maintenant, j'ai dit parfait. De nouveaux outils, mais comment les appliquer concrètement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence peut-être déjà à avoir des idées? Pas encore? OK. On va aller peut-être répondre à ces questions-là. C'est sûr que, tantôt comme la question qui était posée, ça dépend encore là, je pense que c'est une réponse qu'on donne toujours les coachs, ça dépend du contexte, mais pour de vrai, ça dépend du contexte. Et puis l'organisation dans laquelle on est. Je pense qu'on prend des formations pour de vrai, pour être capable de répondre de cette façon. Une des choses, c'est la priorisation. C'est quelque chose on a plein de façons de prioriser. Mais ici, on va mettre la priorisation en fonction des tâches, en fonction des irritants et en fonction des gains qu'on veut répondre.
Tantôt comme l'exemple du site intranet. OK, mais c'est quoi qui va justement répondre à notre... je vais penser un exemple. À notre équipe de marketing, par exemple. Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers? Est-ce que pour eux, c'est super important d'avoir un accès différent parce que c'est eux qui vont aussi aller publier des choses, aller publier les bons coups, etc. Probablement qu'on va essayer d'aller travailler surtout pour que ça va être eux qui vont avoir l'accès en premier à notre première version de notre site, par exemple. Que c'est quelque chose qu'on peut facilement faire avec ça. On peut utiliser cette grille d'évaluation qui va justement nous permettre, comme je disais au début, il y a des choses qui sont nice to have, il y a des choses qui sont essentielles au niveau des tâches, au niveau des irritants, au niveau des gains. Puis là-dedans, on peut utiliser les critères qu'on a ici. Comment est-ce qu'on identifie les tâches de grande valeur? La première, c'est l'importance, à quel point c'est important de répondre à ce besoin-là. L'autre, c'est la tangibilité, du point de vue de la perception de la solution. Est-ce que si moi, je mets en place quelque chose, est-ce que le client va percevoir qu'il a quelque chose de nouveau? La insatisfaction. Fait que dans l'insatisfaction, s'il y a des choses qui font vraiment mal, qu'on sait que peut-être c'est ça, on va mettre ça en premier, puis c'est les choses qu'on va attaquer en premier. Puis à la fin, on a la lucrativité. Ça, c'est plus pour peut-être qu'on a un contact client avec un service payant. Combien de clients vont être impactés? Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour la solution? Fait que ce sont des choses justement qui peuvent nous permettre de faire une priorisation. C'est un modèle qui peut se complémenter avec plein d'autres. Dans le cas du framework SAFE, avec le WSJF, la valeur d'affaires, c'est quelque chose qu'on peut justement aller chercher de là. On a aussi les investissements puis la gestion du portefeuille. Vous allez m'entendre beaucoup parler de SAFE, que j'ai fait une petite pause parce que oui, c'est vraiment mon expérience, ça vient beaucoup avec SAFE, que je trouve que c'est des outils que ça rend bien ici, ça rend en fait dans des autres pratiques, c'est des choses qu'on peut appliquer. Ce diagramme-là, moi je l'aime beaucoup parce que ici on parle des horizons d'investissement, puis ça nous dit qu'une organisation, normalement, doit penser, il y a comme une nouveauté, puis une croissance, puis une maturité des produits et des services qu'on a. On a des choses qu'on commence à évaluer, peut-être les nouvelles solutions, peut-être des choses qui sont vraiment notre core business, puis des produits, des services qui ne fonctionnent plus ou qui ne sont plus pertinents, puis qu'on va retirer. Ici, un exemple, on peut penser à Apple. Et quelque chose qui était déjà retiré du marché, c'est les iPods. Pour moi, moi j'aimerais que ça revienne. Mais bon, je trouve que le téléphone, c'est trop de distraction. Mais bon, ici, on a un exemple avec l'iPod ici, du côté droit. Peut-être ici au centre, ce qui est vraiment le core business, c'est les iPhones, c'est les Apple Watch, c'est les AirPods, etc. Du côté gauche, les choses peut-être qui commencent à penser, à explorer. On a entendu les Apple Car, que je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais bon, c'est un petit peu des choses qu'ils commencent à explorer. Puis, les deux modèles, les deux canvas, c'est des choses qui peuvent justement nous aider à dire, OK, moi, les besoins auxquels je réponds actuellement, c'est mon core business, puis ça qui se trouve ici. Il y a des choses maintenant que j'ai déjà répondu, puis peut-être c'est plus pertinent, fait que c'est des choses que je vais retirer, puis il y a des autres que je vais aller explorer. Et que les canvas nous aident vraiment à penser à tout ça. Puis quelque chose de très important aussi, d'équilibrer les ressources. Et les ressources, je ne parle pas des ressources, les personnes, c'est vraiment les ressources financières et technologiques. Ensuite, pour l'API planning, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi pendant l'API planning. Les fonctionnalités priorisées répondent aux tâches irritantes et gains. Ça peut aider aussi pour les pitchs, pour le product management. On peut aussi l'utiliser au niveau de ces pics et fonctionnalités pour les value streams. En fait, une value stream, c'est la chaîne de valeur. Une façon, disons, façon simple de séparer, d'identifier l'expertise de chaque équipe qu'on a. Et que si on a déjà des besoins ou des choses concrètes qu'on veut faire, ça peut nous aider à dire, OK, ça, on va les placer avec cette équipe-là, ça avec cette équipe-là. Et c'est une façon, justement, d'utiliser les Canva pour ça. D'abord, l'API planning, je pense que maintenant, c'est ça, une planification intégrée, une planification qu'on fait peut-être, on se met tous ensemble, plusieurs équipes ensemble, qu'on a un objectif commun, puis on va faire une planification pour les 3 prochains mois. Ensuite, au raffinement du backlog. Et que là, on peut le faire au niveau stratégique, dans le cas des EPIC, par exemple,
jusqu'au raffinement avec nos équipes, avec les product owners. Fait que les product owners, ils peuvent s'assurer que la priorisation ou les stories qui sont dans les backlogs répondent aux tâches irritantes et gains qu'on a dans nos Canvas. Parce que finalement, c'est ça. Les deux Canvas, ça devient un petit peu comme notre carte de navigation, que c'est un outil qui va nous permettre d'établir la communication à tous les niveaux. Fait que, soit au niveau stratégique, quand on va parler d'investissement, ou ça aussi, les PO aussi pour l'utiliser, les équipes pour l'utiliser, puis voir est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin. Les revues des produits, fait également les démos de la solution, les revues d'itération, je voulais chercher quelque chose de plus standard, fait que les revues, ça nous permet justement d'aller confirmer, d'aller valider que ce qu'on est en train de livrer, ça répond pour de vrai aux choses qu'on identifiait dans nos Canvas. Puis ça nous aide aussi à voir si c'est vraiment quelque chose qui répond à notre modèle, si ça donne les résultats qu'on s'attendait. Puis voilà, c'est ça, c'est vraiment comme des applications concrètes qu'on peut avoir avec les deux outils. Et si on parle vraiment Agile Tour, puis on parle aussi des pratiques agiles, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui peut s'appliquer partout. Ce n'est pas nécessaire qu'on travaille en mode safe, en mode Scrum, en mode Kanban, peu importe. Je pense que dans les jours à jour dans nos organisations, on a finalement un niveau stratégique, un niveau tactique, un niveau opérationnel, puis c'est des outils qui peuvent s'appliquer, peu importe les pratiques qu'on utilise. Puis, comme une idée à la fin, c'est quels sont les bénéfices. Et que c'est des choses que, du moment qu'on voit qu'il y a une meilleure satisfaction client, que nous, on est alignés avec les modèles d'affaires, ça va automatiquement améliorer les KPI, l'alignement stratégique, la collaboration et la transparence. On parle tous le même langage, fait que c'est plus clair de nous entendre et de parler. Le time to market, ça va nous aider à réduire ça et à s'améliorer. Vraiment, on a une amélioration continue avec ça. Puis des OKR qui vont être réalisés avec succès. Les OKR, c'est les Objective Key Results. Puis en fait, c'est des objectifs qu'on se donne, puis que d'abord, en lien avec les Canvas, on peut se donner des objectifs en fonction de nos tâches, en fonction de nos irritants, en fonction de nos gains. Puis voilà, c'est ça, favoriser l'innovation et donner au client ce dont il a vraiment besoin. Et vous pouvez... En fait, moi, encore là, Sylvia Pacheco. Et puis moi, je fais partie de l'équipe Humanix et que je vous invite à consulter notre site si vous voulez apprendre davantage de notre offre de services. Sinon, si vous avez des questions ou juste faire un petit coucou, n'hésitez pas, et mon LinkedIn ou mon adresse courriel. Puis voilà, on a 7 minutes. Merci. Est-ce que avez-vous des questions? Oui. Juste les WSJF ou toutes les... Oui. Fait que c'est des outils que... en fait, la question, c'est si déjà utilisé les WSJF pour faire la priorisation. Peut-être pour un petit peu un contexte, les WSJF, c'est une méthode de priorisation qui vient du framework SAFE, Greatest Shortest Job First, ça que ça veut dire en anglais. Puis là, justement, il y a un univers de possibilités parce que ce qui nous donne, c'est qu'on va aller chercher, on va faire un petit peu comme chercher les poids entre notre valeur d'affaires puis ça qui nous, un petit peu les coûts ou les efforts de réalisation. Fait que ça, oui, ça nous apporte beaucoup de valeur d'affaires, mais finalement, c'est quelque chose que c'est super compliqué ou c'est super cher ou ça demande beaucoup à faire. Fait que le problème, finalement, à ce moment-là, ça descend dans notre liste de priorités. La valeur d'affaires, c'est là, je pense, que le nerf de guerre de les organisations. C'est justement aller trouver qu'est-ce qu'on utilise là-dedans. Et puis, honnêtement, je n'ai pas utilisé de cette façon-là les Canvas. On utilisait, parce que comme les Canvas, il alimentait les fonctionnalités puis les épiques. Fait que ça fait un petit peu à la fin quelque chose de semblable, mais c'est les fonctionnalités puis les épiques qui ont été plus évaluées en mode WSJF. Ouais. Parfait. Merci pour la question. Oui. J'ai entendu plusieurs fois PI, comme j'imagine c'est un principe safe, donc une planification aux 3 mois, plusieurs équipes.
Le PI planning, oui, exactement, c'est une planification. Oui, program increment, en fait, ça vient d'un petit peu de l'anglais. Oui, en fait, l'idée, c'est qu'on a, disons qu'on a beaucoup d'équipes Scrum qui, dans les frameworks safe, on va les mettre ensemble parce qu'en fait, on a autour d'une expertise particulière ou autour d'un objectif commun. Puis là-dedans, ils vont se mettre ensemble pour faire la planification. Une planification d'environ de 8 à 12 semaines, fait qu'on dit, disons 3 mois, fait qu'on va se mettre ensemble, puis on va planifier qu'est-ce qu'on va faire pour les prochains 3 mois. Puis chaque 3 mois, on fait ça. Un PI planning, on entend aussi les BRP, les Big Room Planning, la planification intégrée. Puis c'est ça, je pense que c'est le terme que j'ai utilisé que j'ai entendu jusqu'à date. J'ai d'autres questions, mais je vais laisser la... Mais je pense qu'il n'y en a pas... Oui, non, mais tu peux y aller. Oui, vas-y, merci. Donc, c'est une planification moyen terme, disons, 3 mois. Est-ce que c'est toutes les équipes Scrum qui participent ou certains membres des équipes Scrum, les experts aussi? Normalement, ce sont toutes les équipes. Normalement, mais tous les jeunes, toute l'équipe au complet. Oui, il y a plusieurs variations de ça. Mais c'est un point à discuter plus avantage si tu veux. Oui, oui. Okay. J'aurais une dernière question. Mais oui, vas-y. Dans un contexte multi-équipe comme ça, s'il y a des projets qui touchent toutes les équipes, la charge de projet, est-ce que c'est une personne dans les équipes qui la fait ou c'est quelqu'un qui est hors des équipes? Un projet un peu plus gros. La charge de projet étant... on trouve qu'est-ce qu'il y a à faire, on découpe les tâches, on distribue aux équipes. On a des rôles particuliers dans ces cas, un petit peu comme le chef des chefs, disons, que c'est lui qui va s'en occuper. Dans le cas des CF, on l'appelle le product management, et avec un architecte qui va justement travailler sur cette charte, sur la liste des choses à faire pour l'ensemble des gens. Oui. Puis en fait, on parle comme de plusieurs niveaux. On a vraiment très haut niveau, on a niveau épique qu'on appelle, et que c'est les grands besoins très haut niveau. Après, on va faire du découpage, jusqu'au moment que ça arrive à une planification par équipe. Et que c'est des mini-planifications qui répondent à une plus grosse planification et une autre plus grosse. Oui, de rien. Est-ce que... Oui. Dans le cadre d'une compagnie où il y a des petites équipes qui ne font pas des gros PI, mais qui veulent lancer un produit le plus rapidement possible, cette méthode-là de Canva, comment peut-elle être mise en opération? Est-ce qu'on peut y aller par itération aussi? Donc, le but, c'est, OK, on commence sprint, on commence le produit, on commence par où? On n'a pas nécessairement de Canva défini encore par le design thinking ou cette méthode-là. Donc, comment on met ça en application? Mais là, à tout ça, la question est comment on l'utilise, est-ce qu'on fait des itérations, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir les Canva. Mais ce que, même si on a juste une petite équipe, il y a une étape forcément qu'il faut voir qu'est-ce qu'on va faire. Il faut vraiment se donner le temps ou prévoir du temps pour bien analyser à quel besoin on va répondre. Et que même si c'est avec ces Canva ici ou des autres outils, il faut vraiment, si on a un product owner, il faut que le product owner, lui, il fasse le travail d'écrire un récit, une fonctionnalité ou de nous dire sur quoi on va travailler. C'est là un petit peu la différence ou comment on peut utiliser les Canva si on a ce product owner là, justement. Fait que lui, quand il va s'asseoir puis commencer à rédiger, d'utiliser les Canva dans ces cas-là. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Normalement, on devrait avoir une étape préalable à ça. Parce qu'une fois que ça arrive avec l'équipe de développement, mais l'équipe de développement doit déjà savoir qu'est-ce qu'il va développer. Fait que, oui. Si on fait pas ça, on se ramasse avec 95% qui n'est pas utilisé. Exactement. Oui, exactement. Merci. Est-ce qu'il nous reste 2 minutes? Est-ce qu'il y a une autre question? Non? OK, d'abord, mais merci à tous pour votre temps. J'espère que la présentation, que vous avez aimé ça. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Bonne fin de journée. Merci.